Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Bartage. Mathilde va approfondir la thématique du sommeil et plus particulièrement les agitations nocturnes. Quant à Valérie, elle va vous parler de la musique, vecteur de lien et de plaisir partagé. Pour finir, Edwige, dans cette période de fin d'année, vous proposera des idées de jeux à faire seul ou à partager en famille. Sans oublier le témoignage de Sylvie, participante des rencontres du Bartage. Et maintenant, nous partons à l'épicerie du Baromètre avec Fabienne qui nous donne les dernières nouvelles. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous du podcast du Partage. Ici c'est la petite épicerie, on vous embrasse bien fort tous où vous êtes. Et en attendant de préparer ces fêtes, nous on a envie de vous dire qu'à l'épicerie, vous pouvez retrouver nos petits artisans locaux, nos petits chocolats, les coffrets de vin, les biscuits, les livres, plein de petites choses sont déposées. Tout le monde s'entraide. Vous pouvez aussi, et en parlant d'entraide, et je terminerai sur ça pour cette fois-ci, vous rappeler qu'à l'épicerie aussi, nous avons notre panier solidaire pour le secours populaire qui, une fois rempli de ce que vous souhaitez, nous le déposons donc à l'Opiac le mercredi à leur permanence. Et eux aussi, bien sûr, nous les embrassons bien fort pour tout ce mois de décembre. Voilà. Je vous remercie beaucoup et bonne discussion. Bonjour à tous, c'est Mathilde. Le thème de ce podcast Bartage sera aujourd'hui les problèmes de sommeil chez nos aînés avec des démences. Agitation, peur nocturne, quelle solution adopter pour aider et pour rassurer nos proches? Vous le savez sûrement, les problèmes d'insomnie augmentent avec l'âge. Désolée, mais malheureusement, ça ne fait que commencer. En effet, plus on vieillit, plus la qualité de notre sommeil diminue. Notre temps de sommeil est moins long et surtout moins efficace. Sommeil fragmenté et réveil nocturne en sont deux raisons. Mais qu'en est-il pour les personnes âgées atteintes de démence comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la démence à corps de Lévy? Le psychologue-chercheur Charles Morin explique que le cycle de veille-sommeil des patients âgés atteints d'Alzheimer est désorganisé. Pour reprendre ces mots, chaque heure d'éveil durant la journée était compromise par des épisodes brefs de sommeil, alors que chaque heure de la nuit était interrompue par des éveils. Cela peut donc accentuer la désorientation des personnes âgées à leur éveil et ainsi ils déambulent dans la maison et peuvent se mettre en danger. Autre analyse de 2017, menée cette fois-ci par le professeur Christophe Bulat en Suisse. Près de la moitié des personnes atteintes de démence présentent des troubles du sommeil. Cela peut prendre la forme d'agitation, d'errance, de déambulation, d'inversion des rythmes, de rêves intenses ou encore de cauchemars. Cela peut donc nous donner quelques explications concernant les agitations nocturnes de nos aînés. De plus, il est important de savoir que le moment du coucher de soleil peut être à l'origine d'apparition des peurs et des angoisses. Cela a un nom, le syndrome du sundowning, littéralement coucher du soleil en français. Plusieurs facteurs ont été soulevés pour expliquer ce syndrome. D'abord, l'obscurité, qui amplifie les troubles des personnes âgées et ne facilite pas leur repère dans leur environnement. Il y a aussi les changements de rythme et aussi, parfois, on peut l'expliquer par la sensation de faim ou de soif à l'approche du dîner, vers 19h ou 18, ça dépend à quelle heure vous mangez. Nous savons que même si la présence d'un aidant familial, notamment la nuit, peut rassurer les personnes âgées, cela peut avoir aussi un impact sur son sommeil. Voici donc quelques conseils pour faire face aux problèmes de sommeil. Le professeur suisse Christophe Bulat préconise de maintenir une bonne hydratation et oxygénation, de faire attention à l'environnement, température, aération, bruit, notamment dans la chambre,
d'assurer l'accès aux moyens auxiliaires comme des lunettes ou les prothèses ou une bouteille d'eau, tout ce que les personnes âgées peuvent avoir sur leur table de nuit, de réorienter dans l'espace et le temps avec des horloges ou des calendriers, d'appliquer des conseils habituels d'hygiène du sommeil. Avoir un rythme est très important, c'est ce que vous aviez vu avec Valérie la dernière fois. Éliminer d'autres problèmes de santé pouvant causer les troubles du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil. Je vous reprends également les conseils donnés par Amélie Wallin, ergothérapeute, qui tient un blog très intéressant. On pourra vous faire passer le lien si besoin. Elle conseille d'utiliser une lampe qui baisse progressivement la lumière avant de se coucher et qui simule un lever de soleil au moment du réveil. Favoriser la journée dans un fauteuil hors de la chambre afin que le cerveau associe cette pièce au sommeil. Le fait d'aller dans son lit signifie donc de s'endormir. Éviter de boire du thé, café ou de manger des aliments sucrés en fin de journée. Favoriser en fin de soirée la lecture et écouter de la musique. Cette ergothérapeute a également donné quelques conseils plus spécifiques pour les personnes âgées avec des troubles cognitifs. Tracer un chemin phosphorescent ou lumineux entre les toilettes et la chambre afin de se repérer en plein milieu de la nuit. Mettre une chaise commode ou garde-robe dans la chambre ainsi qu'un verre d'eau ou autre, évitant que la personne âgée aille aux toilettes ou à la cuisine durant la nuit et ainsi éviter une déambulation si elle ne retrouve pas sa chambre. Avoir un rythme dans la journée, notamment aux heures des repas. Enlever les vêtements de la journée de la chambre pour que la personne âgée ne soit pas tentée de s'habiller au moment de son réveil. Mettre dans la chambre un réveil qui ne diffuse pas l'heure, mais des couleurs ou des personnages en fonction du moment de la journée. Par exemple, une personne qui est assoupie au moment du coucher ou de la nuit. Je sais que vous faites déjà beaucoup de choses et ce que vous faites, c'est très bien. J'espère en tout cas que ces conseils pourront vous aider. Je voulais également vous donner l'information que si les nuits sont trop compliquées et que vous êtes épuisé, un séjour en hébergement temporaire peut s'organiser sur 1 semaine, 2 semaines, voire plus, vous permettant à vous, aidants familiaux, de vous reposer. Car, comme vous l'avez entendu dans le premier podcast, le sommeil est important. Je vous laisse découvrir les autres rubriques avec Valérie et Edwige. Le podcast du partage, on l'écoute quand on veut, où on veut. En cette période de fête où les chants et musiques de Noël ressurgissent comme chaque année, il m'est apparu évident de venir vous parler de musique. De tout temps, dans toutes les cultures, un pouvoir est attribué à la musique, que nous en soyons friands ou non, et que nous nous considérions ou pas comme des mélomanes. Cette propension à la musique existe dès la petite enfance et elle est si enracinée dans notre humanité qu'on pourrait la considérer comme innée. Attention, je ne suis pas là pour vous installer dans un cours théorique de musique ou vous donner une playlist à écouter pour ces fêtes. Non, c'est à la fois bien plus simple que cela et ça vaut la peine de s'y arrêter un peu. La musique, chacun d'entre nous en écoute un peu, parfois beaucoup, tout en faisant autre chose, en voiture ou attentivement, seul ou en compagnie, de la musique choisie ou captée sur une radio. Si on écoute de la musique, si on fait le choix d'en écouter, c'est bien parce que ça nous fait quelque chose. C'est sûr qu'elle produit des effets sur nous. Alors, pour ce second épisode, je vais vous parler de la qualité de la musique pour ce qu'elle est. Un formidable moyen de communication et d'échange avec vos proches. Mais pourquoi, pourriez-vous me rétorquer, que c'est si formidable ? Eh bien, la musique fait surgir en nous, en chacun de nous, la plupart du temps, de l'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui nous relie, ce qui nous est commun. Même quand la mémoire fait défaut, même lorsque les mots sont inadaptés à la situation, il reste l'émotion. Elle n'a pas besoin d'utiliser le langage verbal. Elle s'échange par le regard, le geste, l'attitude du corps. La musique s'adresse au sens. Et aujourd'hui, je vous propose de mettre l'accent sur ce que peut être une audition musicale positive. Comment écouter de la musique ensemble peut-elle nous faire plaisir et faire surgir des émotions communes et agréables ?
car il faut être conscient que selon l'état de chacun, son humeur, son confort physique, sa disponibilité, son équilibre et ses ressources intérieures, la musique engendre des réactions variables, et parfois la tristesse, la mélancolie peuvent aussi subvenir à l'écoute de musique ou de chansons particulières. Aussi, il est encore une fois, je l'ai déjà écouté pour apprivoiser le sommeil dans le premier épisode du podcast, il faut prendre le temps, se préparer en quelque sorte à écouter de la musique. Bien sûr, notre environnement est très souvent musical. On écoute la radio, on entend de la musique dans les magasins, la télé propose aussi beaucoup d'émissions sur ce thème. Mais là, dans cette position d'écoute musicale positive, qu'on souhaite partager avec son proche, tout est stoppé. L'attention est portée sur ce qu'on va écouter ensemble. Et le choix de ce qui va être écouté est primordial. Mais je ne sais pas moi, pourriez-vous me dire. Et c'est là que la période de Noël est favorable, car il faut savoir que quand le premier son est perçu, le degré de familiarité, surtout s'il est renforcé par une sensation de plaisir, libère l'auditeur de son appréhension d'écouter de la musique qui lui est inconnue. Et les chants de Noël sont par excellence des chants de référence, des repères culturels et temporels. Qui ne connaît pas « Vive le vent »,« Mon beau sapin »,« Il est né le divin enfant » et « Petit Papa Noël » chanté par Tino Rossi en 1946. Nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Bref, ces chansons appartiennent au patrimoine commun et sont un formidable support d'échange. La mélodie est facilement identifiable, le tempo pour Vive le vent par exemple sollicite du dynamisme, le rythme des chants peut être frappé dans les mains. Ces quelques éléments constitutifs de la musique, facilement identifiables de manière implicite, permettent à tout un chacun de rentrer aisément dans l'écoute musicale. Rien ne vous empêche également de chanter, fredonner, pourquoi pas frapper dans les mains, associer des gestes, un mouvement du corps. Nous nous relions les uns aux autres lorsque chantant ensemble, par exemple, nous partageons des émotions et des évocations. Et le lien est encore plus fort quand nous dansons ou coordonnons nos corps. L'émotion soulevée par le dynamisme de ces chansons peut se révéler sous diverses formes, et elle sera d'autant plus communicative comme un air de fête qui rentrera dans la maison. Oui, n'hésitez pas, prenez un temps d'écoute musicale positive avec votre ou vos proches, dansez, chantez. Si la danse n'est pas possible, vous pouvez aussi simplement prendre les mains de votre parent et ensemble les balancer au rythme de la musique écoutée. Et pour conclure cet épisode, je vous propose 2 courts extraits musicaux qui appartiennent également au répertoire commun. 2 musiques classiques qui installent un rythme confortable, attention, ça ne veut pas dire lent, avec une pulsation régulière. Une invitation à une audition musicale positive. La barcarolle des contes d'Hoffmann et la gaieté parisienne d'Offenbach. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de la musique comme moyen pour solliciter la mémoire, ce que d'ailleurs va évoquer Edwige à travers ses propositions de jeux de société qui va suivre. Mais en attendant, chut, petite écoute musicale.
Nous aimons tous passer du temps en couple, en famille ou encore entre amis autour d'un jeu. Qu'il soit de société, d'adresse ou encore de mots, le jeu nous apporte du plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de jeux de mémoire. La mémoire est un bel outil qui permet de se rappeler les bons moments vécus. Mais avec le vieillissement, il arrive que des petites pertes de mémoire viennent pointer le bout de leur nez. La mémoire s'affaiblit et peut devenir problématique dans notre vie quotidienne et aussi parfois pour celle de nos proches. Pour éveiller sans cesse notre mémoire, il existe des techniques et notamment celles des jeux de mémoire dont certains sont très adaptés pour les personnes âgées. Vous avez les jeux visuels. Il y a le célèbre Memory. Le principe est simple. Des paires d'images sont totalement mélangées et posées face cachée. Les joueurs retournent 2 cartes et doivent se souvenir où elles se trouvent pour les prochains tours. Le gagnant est celui qui rassemble le plus de paires d'images. Le Timeline est un autre jeu de cartes pour entraîner sa mémoire. Vous devez classer des découvertes dans le fil de l'histoire. Ce jeu se décline également dans de nombreux thèmes, événements, sport et loisirs, sciences et exploration. Pour travailler sa mémoire, l'on peut aussi utiliser le toucher avec des jeux tactiles. Tactile surface est un jeu tout en bois qui se joue les yeux fermés. Le but est de retrouver grâce au toucher les paires de pièces de jeu ayant des surfaces identiques. Le gagnant est celui qui aura le plus de paires. Tactiloto des solides est un jeu de loto pour stimuler le sens du toucher et la perception tactile, grâce à 12 volumes en bois que l'on place dans un sac pour les reconnaître du bout des doigts. Il y a également les jeux auditifs. Un jeu très connu est le jeu du Simon. C'est un jeu électronique qui est composé de 4 touches de différentes couleurs. Une touche a son propre son. Le but est de reproduire la séquence qui a été jouée. Le joueur doit reproduire l'enchaînement sonore et lumineux sans se tromper. Les paires sonores est un jeu d'écoute en bois. Vous devez retrouver les sons identiques en secouant les boîtes. Si vous tombez sur la boîte clochette, vous pouvez rejouer. Ce Memory sonore propose de nombreuses variantes et un niveau de difficulté adaptable en fonction du type de joueur. Autre sens à utiliser, le goût. Pour ce jeu de mémoire gustative, pas besoin de matériel, mais des aliments. Les yeux bandés, faites par exemple deviner des aliments que vous trouverez en cuisine. Surtout, pensez à varier les saveurs. Du sucré, avec des bonbons, du miel, du chocolat. Du salé, avec du fromage, du pain, certaines eaux pétillantes. De l'acide, avec du citron, des yaourts, du vinaigre. Enfin, un jeu de mémoire intergénérationnel. Un jeu de société qui permet de créer du lien entre les petits et les grands. C'est le cas de 2 minutes ensemble. Ce jeu repose sur les souvenirs et les anecdotes de chacun. Il permet de faire appel à sa mémoire lointaine et à l'imagination. L'avantage de ce jeu est qu'il est très convivial et favorise les relations intergénérationnelles. Un participant pioche une carte et tous doivent répondre à la question en 2 minutes. Ludique, simple et positif, c'est le jeu des réunions de famille. J'espère que cette rubrique vous donnera envie de jouer et que vous y piocherez quelques idées de jeux. Vous pouvez également emprunter des jeux dans une ludothèque proche de chez vous, comme Kaléidoscope à Créon ou la ludothèque éphémère de Saint-Macaire. Vous y recevrez aide et conseils pour trouver le jeu le plus adapté à vos besoins. Alors, n'hésitez pas, jouez!
L'épisode numéro 2 du podcast du Bartage arrive à sa fin. Et nous avons pris encore un grand plaisir à vous le concocter. Et avant de nous quitter, le témoignage de Sylvie, une participante du Bartage depuis le début. Elle vous dit en quelques mots ce que lui apportent ces rendez-vous réguliers du Bartage. Et puis, les fêtes de fin d'année approchent. Nous vous les souhaitons heureuses, même si cela sera un peu compliqué cette année. Et nous vous retrouvons très bientôt avec un nouvel épisode. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et voilà, mais pour moi, le Bartage, c'est un lieu de rencontre où l'on peut échanger avec des gens qui sont dans la même situation que nous, qui partageons les mêmes problèmes. Donc avec des personnes donc à la maison qui ont à peu près des maladies similaires. Et donc ça apporte beaucoup de réponses, et puis on peut échanger vraiment entre personnes qui ont vraiment des problèmes similaires, parce que on peut discuter avec des amis, la famille, mais qui vivent pas les mêmes choses que nous, c'est pas évident, quoi. Et on peut aussi également avoir des conseils pour des adresses aussi, pour trouver du matériel ou comme ça, ou avoir des conseils pour des démarches, notamment avec Mathilde. C'est convivial, les gens jugent pas les uns les autres. Ce qu'on peut aussi apporter aussi, parce que c'est pas le tout que d'attendre, mais ça peut être aussi apporter quelque chose, mais pourquoi pas aux autres aussi.